Bondy, Bondy. Ici Bondy, ici Bondy. B. B. C. BBC. Bondy. 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 Blog. Café. Bondy Blog Café. Gabriel, garde l'anonyme. Ici Bondy. Ici Bondy. Bondy Blog Café. Jérôme Guedj, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu à Bondy. Bah, c'est un plaisir. Je te donne ça? Oui, je vous débarrasse, ça aussi, voilà, très bien. Il fait chaud. Il faisait un peu chaud dans l'air. Alors on va aller boire un verre. Voilà. Plaisir. Et puis moi je vais me mettre là et on va demander à Nadège. Bonjour Nadège. Bonsoir Nordine. Jérôme Guedj, Bonsoir, Nadège. enchanté. Alors, qu'est-ce que vous buvez? Une bière, une blonde. Une bière pour... Très bien. Amstel, parfait. Et pour moi un jus d'orange s'il vous plaît. Jérôme Guedj, vous connaissez Bondy? Oui. Parce que votre grand-mère a habité ici, vos oncles ont habité ici, vous avez Ouais. passé vos week-ends ici à Bondy? Et oui, je venais très souvent voir ma grand-mère à Bondy Nord. En fait. À Bondy Tous les Nord. week-ends, on venait le samedi ou le dimanche à Bondy Nord. Et donc voilà, c'est une ville de mon enfance. Moi, je prenais le RER pour venir. Je suis né à Pantin, je suis né dans le 93. Et puis après, très vite, mes parents ont habité à Massy, la ville où j'ai grandi. Mais votre grand-mère est venue d'Algérie en fait. Elle venait d'Algérie, voilà. Elle venait de Marnia, qui est à la frontière avec le Maroc, dans l'Oranais. Voilà. Vous avez gardé des attaches avec le Maghreb ou pas? Ben, en fait, pas. Moi, je suis allé qu'une seule fois en Algérie. Et en fait, j'ai très envie de faire ce voyage, que pour une raison que je ne m'explique pas, je diffère sans cesse, qui est d'aller dans les villes de naissance de mes parents. Malheureusement, plus les anciens partent, et plus j'ai envie d'aller voir. Mais il y a un voyage mystérieux encore. Quand vous dites que vous le reportez, est-ce que ça ne ressemble pas finalement à ce qu'est aussi cette histoire entre la France et l'Algérie? Le départ d'Algérie de mes parents a jamais été présenté comme un traumatisme, comme une déchirure, ni même de la part de leurs propres parents. Dont un oncle qui était d'ailleurs mon oncle élu ici à mon Bondy. oncle Maurice Benamou a été élu à Bondy à sa mort. Il y a une rue ici qui s'appelle, qui porte son nom, quoi. Et lui, comme son frère aîné qui est toujours là, qui habite juste à côté au Rincy, était plutôt engagé dans le combat pour l'indépendance de l'Algérie. Voilà. Donc c'était plutôt très engagé sur ce terrain-là. Ils ont d'ailleurs eux-mêmes été victimes d'attentats de l'OAS. Vous vous sentez par exemple français à part entière? Vous sentez fort de ces cultures-là, de ces religions-là, de cette histoire? Ou est-ce qu'à un moment donné, ça vous a posé des problèmes dans votre Non, vie? moi je me suis toujours senti très français, très républicain. J'ai même biberonné à l'indifférenciation ou à l'indifférence républicaine. Voilà, pendant très longtemps. Il y avait cette foi, cette conviction que tout ça ne devait se traiter qu'à travers le prisme de la République, de citoyens tous égaux. C'est plus le cas aujourd'hui. De fait, c'est plus le cas. Alors il faut s'en accommoder, il faut se le colter, mais il ne faut pas céder à ce principe-là. Moi je pense que voilà, on est tous des Français, il y a cette protection-là, il y a ce cadre-là. Et on s'enrichit bien sûr des différences, de la diversité, des dans votre cultures, des parcours, par histoires. exemple, adolescent, jeune étudiant, parce qu'après vous avez quand même intégré d'autres milieux, vous avez fait Sciences Po, vous avez fait l'ENA, est-ce que c'est revenu à un moment donné ou pas? Non, Est-ce qu'on vous en a fait le reproche? Est-ce que ça a été un handicap? De quoi? D'être fils de juif pieds noirs? Bon, on m'a jamais... j'ai jamais été renvoyé à cette identité-là. La seule, éventuellement, c'est plutôt d'être un gamin qui a grandi en banlieue, qui est passé... C'est vrai que moi, quand je suis arrivé à Sciences Po à Paris, bon, c'était pas vraiment mon monde. Moi, j'étais dans ma famille, je suis le premier à avoir fait Sciences Po, le premier à fortiori à avoir fait l'ENA. Et je connaissais pas, moi, Paris. Voilà, j'ai grandi en banlieue, on allait à Paris de temps en temps, chaque Mais alors le choix de la gauche, tout ça, c'est quoi? C'est l'histoire de la famille? Ou est-ce qu'à un moment donné, vous avez construit politiquement une conscience? Non, il y a une tradition familiale, une tradition de débat. Et puis, il y a une rencontre qui a été importante, c'est que dans la ville de Massy, dans laquelle mon père était élu, il y avait aussi Jean-Luc Mélenchon, voilà, qui était maire adjoint. Et donc, je l'ai rencontré quand j'étais adolescent. Et en termes de stimulation intellectuelle, c'était plutôt intéressant. Ça fait un sacré cocktail tout ça. Alors je vais vous proposer tout de suite la conférence de rédaction du Bondy Blog. C'est celle qui consiste à fabriquer finalement toute cette émission, donc le Bondy Blog Café. Si j'appuie là, ça devrait marcher normalement.
reçoit Jérôme Guedj aujourd'hui au Bondy Blog Café. Vous le savez, c'est un jeune homme politique. Il a 43 ans, il a fait Sciences Po, l'ENA, il est inspecteur des finances. En gros, il a le parcours un peu classique, mais il a une parole, en tous les cas, qui est un peu plus décomplexée, notamment à gauche. Il fait partie des frondeurs du PS. Il dit beaucoup de choses, notamment sur la manière dont on conduit aujourd'hui les politiques publiques. Jérôme Guedj, c'est la frontière gauche, en fait, du Parti socialiste. Il a commencé sa carrière politique avec Jean-Luc Mélenchon, c'était son mentor à l'époque. Il a fait le choix, lui, de rester au PS quand Mélenchon est parti. Il s'est ensuite fondu dans ce moule-là de l'aile gauche du PS, avec le nouveau Parti socialiste à l'époque, aujourd'hui avec les frondeurs, dans cette aile gauche qui n'a jamais fait beaucoup de vagues, en fait, si ce n'est des vagues médiatiques. Ce côté un peu frondeur, je trouve que c'est hypocrite, parce que soit on bénéficie d'une machine politique pendant les campagnes et on adhère à la ligne, soit on n'adhère pas à la ligne et on quitte ce parti, on en crée un autre. Je trouve ça un peu hypocrite de sa part de dire voilà, moi je suis pas d'accord, mais par contre de bénéficier de la machine politique quand il se présente à des élections. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens se nourrissent essentiellement de clash. Ça n'apporte rien, c'est sans fond, ça va buzzer extrêmement sur le net. C'est mon petit frère, il y a quelques jours, qui m'a fait une comparaison assez drôle. C'est qu'il a comparé les dirigeants politiques qui ont tendance à se clasher entre eux aux rappeurs qui sont mentors des grands clashs qu'on connaît maintenant tous. Et c'est vrai que la comparaison, elle est assez significative dans le sens où les rappeurs se clashent pour pas grand-chose et puis peut-être que les politiques font pareil finalement. En fait, il y a deux classes politiques. Il y a la classe politique qu'on voit, nous, dans les médias, nous, les petits gens, et il y a la classe politique des coulisses, des relations personnelles. Quand on apprend récemment, par exemple, que Valls visitait souvent Sarkozy à l'Élysée par une porte dérobée, quand on apprend hier que Rachida Dati est plus proche d'Anne Hidalgo que de NKM, quand on voit des gens de droite dire que Macron est plus proche d'eux que Jérôme Guedj, par exemple, ou les frondeurs, finalement, la gauche et la droite, on voit bien qu'il y a une collusion aujourd'hui, une connivence qui est telle que la différence, elle est simplement dans les joutes verbales, dans l'apparence, mais elle n'existe plus en réalité. Moi, la semaine dernière, je suis allé faire un reportage sur le vote obligatoire et je suis allé à Saint-Ouen et les gens me parlaient ni de droite ni de gauche. Ils me disaient, nous, on va pas voter parce que tout simplement, on a compris que la politique nous apportait pas un boulot, nous apportait pas un logement, nous apportait rien. Et du coup, il dit, nous, on s'en fout. Et il me parlait pas de Jérôme Guedj ou de droite, de gauche. Il parlait de la politique en général. Et surtout, il y a un élément de comparaison, du coup, c'est qu'on a eu un gouvernement de droite avec Sarkozy jusqu'en 2012. Maintenant, on est passé à gauche, mais en fin de compte, la différence, il n'y en a pas. C'est toujours les mêmes problématiques en France. Donc les gens n'attendent plus un représentant de la gauche qui va sauver son peuple ou de droite, mais attendent de quelqu'un qui fasse quelque chose de concret. Et pour l'instant, que ce soit à droite ou à gauche, on ne l'a pas encore eu. Oui, moi je suis absolument d'accord avec tout ce qui a été dit à l'échelle nationale. Par contre, je pense simplement qu'il reste une différence entre la droite et la gauche à un échelon bien particulier, c'est-à-dire l'échelon municipal notamment. Je pense au subventionnement des associations qui est absolument pas le même quand on a des mairies de droite ou quand on a des mairies de gauche. Lui, je serais curieuse de savoir quelles sont ces mesures de gauche. Quelles sont les mesures de gauche qu'il a appliquées? Typiquement, par exemple, Guedj, il était pressenti en 2012, en tout cas il espérait entrer dans le gouvernement. Aujourd'hui, Guedj fait des propositions de gauche. Il propose par exemple le droit de vote des étrangers, le récépissé pour les contrôles d'identité, etc., etc. Est-ce que si Guedj était entré au gouvernement comme il le souhaitait en 2012, il proposerait tout ça? Est-ce qu'il mettrait tout ça sur la table? C'est une vraie question et je pense que c'est ce que disait Ouidad. Finalement, ils dépendent toujours des gens qui les nomment, des gens qui les ont placés là, etc., etc. Et il y a toujours une forme de dépendance qui fait que, du fait du poste qu'on a, on oublie ses idées, on dilue ses convictions. Voilà, Jérôme Guedj. Alors peut-être un petit rectificatif, vous n'êtes pas inspecteur des finances, vous êtes non, à inspecteur l'IGAS, des affaires sociales, voilà. donc à l'IGAS. Ouais. Donc j'ai plus la fibre sociale que la fibre finance. Juste comme ça, quelques réactions sur ce que vous avez entendu, parce que je vous ai vu comme ça un peu terminer votre bière, mais tout en ayant des réactions un peu assez... Non, mais parce qu'ils mettent les pieds dans le plat de ce qui est au cœur du débat politique. C'est pas de l'hypocrisie que de fronder. C'est un moment, au contraire, moi, normalement, dans un monde normal, j'aurais dû être un Mister de Maudit. J'aurais pas dû exister quand j'étais député. Pourquoi est-ce que je me suis retrouvé sous les projecteurs médiatiques avec tant d'autres? C'est parce qu'à un moment donné, on a juste levé la main pour dire attendez, vous nous demandez de voter pour des trucs qui n'étaient pas du tout prévus. L'hypocrisie, ça consisterait à regarder sur 300 députés, vous êtes une trentaine, c'est quand même pas beaucoup. Enfin, c'est pas l'hypocrisie des députés. Non, d'avaler des couleuvres. C'est un système qui impose et qui dit vous devez soutenir quoi qu'il advienne les décisions du gouvernement. Donc moi, je veux bien être solidaire, mais il faut que le gouvernement lui-même soit solidaire de ceux qui l'ont porté au pouvoir. Moi, mon premier vote de fronde, si j'ose dire, ça a consisté à ne pas voter le traité budgétaire. Qui arrive dès l'automne 2012. Mais pendant toute la campagne, François Hollande a dit « je renégocierai le traité ». Il l'a dit ici, d'ailleurs. Voilà, il l'avait dit en mars. Ici, bien sûr, bien sûr. Le problème, c'est que moi, je suis député.
qu'est-ce qui m'arrive sous les yeux? Un traité, et en bas, c'est écrit, il y a la signature de Nicolas Sarkozy et d'Angela Merkel. Pas une virgule n'a changé. J'ai l'impression de trahir personne en votant contre ce traité. J'ai fait campagne contre ce traité-là. Alors, depuis, je peux constater qu'il y a eu des avancées, que Hollande a mis le pied dans la porte sur la question européenne, mais sur cette question-là, je n'ai trahi personne, j'ai pas été hypocrite. Vous terminez votre petite bière et puis on va rejoindre les blogueurs. Ouais, je les sens toniques. Blague. Café. Je vous en prie, allez-y, à droite Gabriel, et après à gauche. garde l'anonyme. Ici Bondy. Ici Bondy. Bondy le café. Merci Jérôme Guedj d'être venu ici à Bondy. Je rappelle que vous êtes conseiller départemental de l'Essonne, membre du Conseil national du PS. Vous portez notamment la motion B, celle qui sera donc en concurrence dans le cadre du congrès de Poitiers, donc au mois de juin prochain. Et vous êtes surtout l'ex-président du Conseil général de l'Essonne. C'est pas très loin d'ici, c'est le 91. Face à vous, Ilyes Ramdani, Faiza Zerwala et Giuseppe Aviges qui a 16 ans. C'est notre plus jeune blogueur. Et on va vous montrer une petite photo de vous il y a quelques années, vous aviez 24 ou 25 ans. Voilà, est-ce que vous vous souvenez un peu du lieu, de la Oui, personne et encore, vous êtes indulgent parce que oui, je me rappelle très bien, ça devait être lors de ma première élection au Conseil général à l'époque, c'était en 1998, donc j'avais 25 ans, 26 ans. Mais vous avez été indulgent parce que j'ai des photos à l'époque. Avec une barbichette. Non, la barbichette, c'est venu plus récemment, où j'avais les cheveux très très longs. Et c'était un peu une folie. J'avais été candidat au municipal à Massy en 2001, j'avais les cheveux là. Et personne autour de moi m'avait dit qu'il faut te couper les cheveux. Alors avant justement de commencer cette émission, je vous propose une vision décalée de l'actualité, notamment de la situation de la gauche et du Parti socialiste, vue et corrigée par Idir Houssini. Jérôme Guedj, président sortant de l'Essonne, est sorti de ses gonds. Après la défaite du PS au départemental, il ne sera plus à la tête du 9-1. Il a accepté la défaite comme un homme. Il a accusé sa femme, son Premier ministre. S'il n'est plus président, c'est toute la faute du gouvernement. C'est ce qu'il a dit. Un gouvernement dont il est, en qualité de frondeur autoproclamé, complètement étranger. Comme si le parti dont il a la carte n'était pas au pouvoir depuis 3 ans. La victoire a mis le père, mais la défaite est orpheline. Pendant qu'on y est, accusons les colleurs d'affiches d'avoir salopé le boulot. Mais Jérôme Guedj renoue avec l'esprit collectif. Quand il lance sa formation, on va droit dans le mur. Ah bon? On y va? On n'est pas déjà la tête dans la brique? Parce que si pour vous autres le mur c'est une défaite électorale, pour la banlieue le mur c'est du concret, ça se touche. C'est comme il a dit lui, Manuel Valls, le périph' c'est un mur, c'est l'apartheid. Le mur de Paris, disait un journaliste suisse en référence à son cousin de Berlin. Mais je ne vous apprends rien, Jérôme, vous êtes né à Pantin, au pied du mur. Le mur est toujours là d'ailleurs. Il est plus haut et plus gris que jamais. Un mur fait de chômage, d'échecs scolaires, de bac plus 5 au McDo, de discrimination. Derrière le mur, les mêmes bolos qui cassent le dos, faute de réseau. Alors vous avez peut-être raison, vous allez droit dans le mur. Eh bien allez-y, foncez à toute vitesse. Parce que c'est votre boulot, réduire ce putain de mur en miettes. Voilà, c'était donc l'édito d'Idir Houssini. Quelques réactions, Jérôme Guedj. C'est vous qui êtes à l'origine du « on va droit dans le mur ». Oui, mais je ne cherche pas un bouc émissaire, je ne cherche pas des excuses. Je suis aussi responsable de la défaite dans le département de l'Essonne. Mais le problème, c'est que quand j'ai fait campagne, la plupart du temps, on ne m'a pas parlé au porte-à-porte, dans les marchés, dans les rencontres, on ne m'a pas parlé du bilan du Conseil général, de ce qu'on faisait comme tarification sociale dans les collèges ou de nos maisons de retraite publiques. De votre action, finalement. Non, on s'est pris une tôle au municipal en mars 2014, ça continue au départemental et on voit bien que le problème principal, c'est des électeurs de gauche, ceux qui ont fait la victoire de François Hollande le 6 mai 2012, ils restent à la maison. Voilà, ils votent avec leurs pieds en restant à la maison et en disant on ne s'y reconnaît pas. Alors, est-ce que dire ça, ça fait de moi un hypocrite, un déloyal ? J'ai plutôt l'impression d'essayer d'être avec d'autres un éclaireur. C'est-à-dire on essaye d'ouvrir les yeux pour s'en rendre compte. Justement, vous essayez d'ouvrir les yeux. On vous connaît comme un frondeur depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Finalement, d'une part, c'est quoi être un frondeur? Et d'autre part, vous me parliez du quotidien des gens. Qu'est-ce que vous y avez changé depuis 3 ans? Qu'est-ce que la fronde finalement que vous menez a changé dans le quotidien des Français? Alors, qu'est-ce que c'est un frondeur? D'abord, c'est une appellation journalistique. C'est pas nous, on ne s'est pas autoproclamé frondeur. Vous n'avez jamais dénié le terme et rejeté le terme. À un moment, on est des gens qui venaient d'ailleurs d'horizons assez différents à l'intérieur du Parti socialiste. Dans les textes qui nous étaient soumis, on disait attendez, il y en a soit ça va pas assez loin. Je prends l'exemple à la réforme bancaire. François Hollande avait dit pas loin d'ici au Bourget, mon ennemi c'est la finance. Le texte arrive, réforme bancaire, séparation bancaire.
c'était pas, le compte n'y était pas. Donc on est quelques-uns à déposer des amendements. Et puis, comme ça, on dit des choses sur la réforme fiscale pour faire justement plus de pouvoir d'achat pour les ménages les plus modestes et les catégories, les classes moyennes. Et on dit non, c'est trop compliqué à faire. Et ça, excusez-moi, je vais vous couper, ça c'est l'esprit de la fronde. Ouais. On le connaît, on connaît bien ce que vous avez fait, vous êtes abstenu sur plusieurs textes. Là, ça fait bientôt 3 ans, on est aussi à l'heure des résultats. Qu'est-ce que vous avez obtenu depuis 3 ans? La fronde est une... C'est peut-être pas assez la fronde finalement, c'est peut-être un peu gentil finalement la fronde. Oui, mais alors, tout à l'heure dans la conférence de rédaction, j'entendais quelqu'un qui me reprochait de rester au Parti Socialiste en disant, dans ce cas-là, si on n'est pas d'accord, il faut se barrer. Mais au contraire, se barrer, c'est assumer son impuissance. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Vous n'avez pas totalement répondu à ma question. Je vais essayer. Vous me parliez d'impuissance, justement. Ça fait bientôt 3 ans que vous menez cette fronde, encore une fois. Qu'est-ce que vous avez obtenu comme victoire de la part de François Hollande et du gouvernement? En quoi est-ce que ça a marché? Sur quelques sujets, il commence à y avoir un petit frémissement. C'est-à-dire? Je vous prends un exemple. Il y a 15 jours, François Hollande a dit qu'il faut mettre le paquet sur l'investissement privé et l'investissement public. Alors Mais dans 20 ans, qu'est-ce qu'on retient de François Hollande? Parce que chaque président a marqué à sa manière écoutez, il lui faut encore dans les 2 années et demie du quinquennat qui restent, mettre quelques éléments forts. Il y a une grande loi. À part le mariage pour tous, c'est un progrès de l'égalité. Mais moi, je vais vous dire. Mais ça ne concerne pas l'ensemble des Français. Vous avez raison. Non, mais c'est un progrès de l'égalité. Moi, à chaque fois qu'on peut atténuer et combattre les discriminations, il faut le faire. Mais j'aurais bien aimé que sur la question du partage de la richesse dans le pays, on soit un petit peu plus offensif. J'aurais bien aimé que sur la question de la réforme fiscale, parce qu'on a un système qui est injuste, parce que vous, on soit plus finalement, offensif. vous voulez... Vous parlez souvent, oui, mais vous parlez justement souvent du peuple de gauche. Ouais. Est-ce que ce peuple de gauche, pour vous, c'est quoi? C'est un élément de langage, une posture idéologique? Concrètement, qu'est-ce que vous faites pour ce peuple de gauche? C'est une réalité. Moi, j'oublie pas que la moitié des gens dans ce pays, ils gagnent le salaire médian moins de 1 600 € par mois. Et donc, quand la gauche arrive au pouvoir, l'attente immédiate, c'est ça doit aller mieux. Soit en termes de pouvoir d'achat, soit en termes de protection sociale avec des nouveaux droits, soit en termes de droits des salariés, soit naturellement sur le terrain de l'emploi et de la lutte contre le chômage. Donc la gauche... Mais ça, vous le dites à François Hollande? Ah bah oui, on fait que ça à lui dire. Voilà, on fait que ça. Et je pense qu'il en est lui-même complètement conscient. Mais, et c'est le cœur de la fronde, à un moment, il y a un choix qui a été fait. Et on n'est pas du tout d'accord. Le choix, c'est de dire on fait confiance aux entreprises et on va leur donner de l'argent sous forme de baisse d'impôts, de baisse de cotisations. On espère qu'elles vont créer de l'emploi. C'est plus de 40 milliards d'euros qui leur ont été donnés. Et pour ça, on demande un effort à tous les Français. On augmente la TVA. On demande un effort à tous ceux qui bénéficient de prestations sociales. On gèle les prestations, les retraites, les allocations familiales. Et on demande aussi un effort aux collectivités locales en leur diminuant leurs dotations. Et nous, on dit, c'est dangereux de faire ça. Monsieur Gage, régulièrement, vous plaidez pour un rassemblement de la gauche. Oui. Mais quelles sont pour vous les réelles conditions pour ce rassemblement aujourd'hui? Eh ben, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Donc à un moment, il faut mettre des propositions qui permettent à la gauche de se rassembler. Sur la politique de lutte contre le chômage, en disant, attendez, peut-être que ces milliards donnés aux entreprises sans contrepartie, sans vérification, attendez, ça a été quoi la fronde? Moi, je n'étais pas d'accord au fait qu'on baisse l'impôt de Carrefour, d'Auchan, de la Société Générale ou de AXA, de grandes entreprises qui ne sont pas soumises à la concurrence. On leur a baissé leurs impôts sur les sociétés. Mais là, dans ce que vous attendez, et pourquoi faire? Dans ce que vous Je préférais qu'on aide les petits patrons, ceux qui vont recruter concrètement, les patrons de PME, les commerçants, les artisans. Si on doit le faire, faisons-le pour eux. Moi, parfois... Oui, parce qu'en fait, c'est ça, Jérôme Gage, parce qu'on a l'impression que le Parti socialiste est très fort pendant les campagnes. Oui. Il soulève un peu les foules, et dès qu'il arrive au pouvoir, il fait un peu une politique de droite. Alors, qu'est-ce qui explique finalement qu'on n'ait pas pris les devants et tiré les enseignements des expériences passées? C'est pour ça que je dis parfois que je suis, moi, le dernier des Hollandais. On s'est rangé derrière lui, on a fait la campagne, et en 2017, on a mouillé la chemise. Vous voyez remouiller la chemise, comme vous dites, pour François Hollande? Là, à l'heure actuelle, à condition que lui-même crée les conditions de ce rassemblement de la gauche. Alors, on va poursuivre, si vous le permettez, cette émission avec une question d'actualité autour du plan contre le racisme et l'antisémitisme. Je vous propose, Jérôme Gage, quelques réactions du jeune du Bondi Blog et on revient en plateau pour en débattre. Le plan contre l'antisémitisme et le racisme présenté récemment par Manuel Valls, moi je trouve ça hyper étonnant parce que quand tu sais que Manuel Valls a tenu des propos dans sa ville, je cite, je veux plus de blancos, et que cet élu de la République, parce que c'est ça, c'est un élu de la République, vient présenter un plan antiracisme, tu te dis que là c'est l'hôpital qui se fout de la charité.
Moi, j'aurais voulu un vrai plan, mais déjà pas de lui, parce qu'il faut être crédible aussi quand on fait un plan comme ça, mais un vrai plan pour lutter contre tous les racismes. Alors, soit on utilise tous les termes, islamophobie, antisémitisme, négrophobie, on utilise tous les termes, soit on prend un terme global. Ce plan, il a clairement, en termes factuels, la patte Valls, c'est-à-dire qu'il est très très axé justice, punition, et toutes les propositions en termes éducatifs sont pas si approfondies que ça en comparaison du volet judiciaire. Bon, en fait, il y a un truc qui m'a choqué, entre guillemets, c'est le nom de ce plan. Pourquoi l'appeler antiracisme et antisémitisme et ce qui se passe à côté? On a ressorti des chiffres que depuis le début de l'année, il y avait eu autant d'actes islamophobes que pendant l'année précédente. Pourquoi ne pas l'avoir appelé à leur plan contre le racisme et l'islamophobie? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on agresse un juif en France, on se fait condamner pour antisémitisme. On agresse un musulman, on se fait condamner pour racisme. Pourquoi il y a 2 poids, 2 mesures? Ce plan antiraciste, ça va donner lieu plutôt à plus d'incompréhension, plus de haine et plus de raisons pour certaines communautés qui se sentent abandonnées, qui se sentent toujours minoritaires vis-à-vis d'autres. Donc moi, je voudrais lire une phrase de Gilles Clavreul. Tous les racismes sont condamnables, mais le racisme anti-arabe et anti-noir n'a pas les mêmes ressorts que l'antisémitisme dans sa violence. Ça, c'est dramatique de dire ça. C'est inacceptable venant d'un représentant de l'État. Voilà, Faiza. Donc, pour poursuivre sur ce qui a été dit dans le reportage, donc Gilles Clavreul, quand il explique qu'il juge communautaristes les collectifs contre l'islamophobie ou contre la négrophobie, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous, le terme d'islamophobie, vous l'utilisez, sachant qu'il est sujet à polémique? Voilà, qu'est-ce que ça vous évoque? Je nous en supplie collectivement, n'opposons pas. Ne nous opposons pas dans une concurrence victimaire, les uns et les autres. Mais là, clairement, dans ce pays. il propose une hiérarchie des racismes. Non, il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a aucune hiérarchie. Moi, j'ai les souvenirs, dans les années 80, que quand il y avait un acte antisémite, un acte anti-musulman, un acte anti-arabe, un acte anti-noir, on était tous ensemble pour dire on ne veut pas de ça dans ce pays. On ne veut pas de ça, parce qu'on est tous ensemble. Moi, je me rappelle quand je venais à Bondy, ici, voilà, on était tous ensemble. Et c'est peut-être de la naïveté de croire qu'on peut continuer à fonctionner comme ça, mais si on ne fait pas ça, et si on commence à dire il y a une hiérarchie entre les uns et les autres, alors on en crève. Et en même temps, est réel. Non. Oui, mais sauf que, alors là, je vais dire quelque chose qui va peut-être pas vous plaire. Dans le 2 poids 2 mesures, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années qui est totalement inédit et qui n'est pas arrivé en France depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale? On a tué dans ce pays des juifs parce qu'ils étaient juifs. Voilà. On a tué Ilan Halimi parce qu'il était juif. On a tué Mohamed Merah a tué à l'école Azora Torah parce qu'ils étaient juifs. Et Ali Perkacher, la destination, c'était aussi parce que des gens étaient juifs. Est-ce que ça justifie les propos de Gilles Clavreul? Mais mais c'est juste. Mais ces propos n'ont rien de choquant. Mais il dit juste, comme le président de la République a juste rappelé qu'il y a eu une singularité dans la Shoah, dans le génocide, dans la volonté d'extermination des Juifs sur le continent européen. C'est pas pour dire que c'est moins grave de dire sale bougnoule ou de dire sale nègre. C'est tout aussi grave. Je veux juste dire, c'est qu'on ne peut pas gommer la singularité de la Shoah au nom du combat contre le racisme. Alors, voilà, donc, et au contraire, moi j'ai le souvenir à l'époque de SOS qu'on faisait SOS Racisme et Juifs de France ensemble. On va résumer. Personne ici ne remet en cause le travail nécessaire pour lutter contre l'antisémitisme. Mais la question qui est posée aujourd'hui en France, c'est qu'on a le sentiment qu'on ne veut pas reconnaître qu'il y a aussi une islamophobie sur laquelle il faut avoir le même combat que l'antisémitisme. À chaque fois qu'on s'en prend à un musulman, à un juif ou à un catholique, on vient d'apprendre il y a quelques jours qu'il y avait des projets d'attentats contre des églises, on s'en prend, c'est une formule qui est utilisée, à la République, parce que cette République, justement, elle protège la liberté de culte et la liberté de conscience, qu'on soit juif, musulman, catholique ou qu'on ne croit en rien. Donc ça, c'est absolument déterminant de le rappeler, et encore une fois, pas de faire de hiérarchie. Mais, et là où vous avez raison, c'est qu'il faut, dans le même effort, se dire que le combat doit être aussi résolu. J'ai peut-être même des interrogations pour savoir s'il faut passer par la pénalisation des délits de racisme et d'antisémitisme et les sortir du droit de la presse. Vous n'avez pas répondu totalement à la question de Nordine. Est-ce que vous utilisez le terme d'islamophobie d'abord et qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent qu'il ne faut pas l'utiliser, qu'il faut le récuser? C'est-à-dire que moi, il faut admettre qu'il y a des actes anti-musulmans dans ce pays. Donc vous pouvez l'appeler islamophobie si vous l'appelez islamophobie, mais dire qu'on s'en prend... Pour vous, ça n'a pas de poids symbolique de mettre un mot sur ces souffrances-là, sur ces actes-là? Quand je vous dis qu'il y a du racisme anti-musulman, qui s'appelle islamophobie, qu'il y a du racisme anti-juif, qui va s'appeler antisémitisme,
savez, dans les années 90, quand j'étais à SOS Racisme, c'était le fait d'être arabe, d'être maghrébin, d'être marocain, tunisien, etc., qui était mis en cause. Ce n'est pas la dimension religieuse qui était mise en avant. C'était le fait d'être basané. C'était le fait d'être basané. Est-ce que SOS Racisme n'a pas complètement, est pas complètement passé à côté de sa tâche? On a l'impression, aujourd'hui, SOS Racisme, ça a été une rampe de lancement pour des carrières politiques. Non, mais c'est trop non, ça, sérieux, c'est trop facile de dire ça. Le combat antiraciste aujourd'hui devrait être d'abord et avant tout le combat contre les discriminations. Parce que c'est elles qui minent la République. Dire aujourd'hui que dans l'accès au logement, dans l'accès à l'emploi, parfois dans l'accès aux loisirs, on est discriminé à raison de la couleur de sa peau, à raison du nom du quartier dont on est originaire, ça c'est le plus grave des problèmes. Et tout à l'heure on me demandait qu'est-ce que vous faites concrètement. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Moi quand j'étais président du Conseil général, j'ai décidé que tous les recrutements au Conseil général se fassent sur CV anonyme. Voilà. On a fait une expérimentation l'année dernière et ça a été probant. 33% d'accès de plus à l'entretien d'embauche et 36% de plus de recrutement. Donc moi, je ne sais pas si ça marche, le CV anonyme, mais appliqué au département de l'Essonne, ça a marché. J'aimerais bien que toutes les collectivités, les grandes entreprises se mettent au CV anonyme. Je rappelle que c'est une loi qui a été votée après les émeutes dans les banlieues et qui n'est toujours pas mise en œuvre. Voilà un exemple. Monsieur Gage, pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire quand l'école de la République dépense 47% de plus en moyens pour une école parisienne qu'une école banlieusarde, entre guillemets? Eh bien, c'est une discrimination. C'est une forme d'inégalité. C'est qu'on n'est pas capable de concentrer les moyens là où on en a le plus besoin. Je pourrais vous dire la même chose en termes de taux de présence de policiers. Donc, il y a un problème d'égalité, de répartition des moyens, et notamment des moyens du service public, qui est l'outil précisément, que ce soit pour l'école, la justice, l'hôpital, qui est l'outil précisément de lutter contre les inégalités. Pardonnez-moi, vous êtes dans un parti qui est au pouvoir depuis 3 ans. On a l'impression d'entendre un responsable de l'opposition. Vous êtes dans un parti qui n'a pas avancé sur ces questions. Non, vous êtes injuste. Quand on recrée 60 000 postes dans l'éducation nationale. Non, vous êtes injuste. Je suis injuste. Non, vous êtes injuste avec le gouvernement. Peut-être que vous avez des justes remarques de temps en temps, mais celle-là ne l'était pas. Parce que, au moins sur la question éducative, déjà arrêter la suppression des postes et les réaffecter prioritairement. Je sais que Benoît Hamon, quand il est venu ici, a parlé de comment la réaffectation des postes pour la Seine-Saint-Denis avait permis justement de commencer à corriger ces inégalités. Je préfère qu'on fasse table rase et qu'on réaffecte des moyens davantage plutôt au collège, moins au lycée Henri IV que dans les lycées de vous avez le vocabulaire du choc, vous avez la médiatisation, etc. Mais je suis pas au pouvoir au sens premier du terme. Vous étiez dans un lieu de pouvoir il y a quelques semaines. Je crois que vous avez été reçu par François Hollande au cours d'un déjeuner ou d'un dîner, je ne sais pas trop. D'un café. D'un café. Qu'est-ce que vous lui avez dit concrètement? Est-ce que vous avez mis la même ardeur pour lui porter ces questions-là que devant nous? Oui, je suis peut-être un peu moins emporté parce que quand on est à l'Élysée, on est un peu impressionné. Moi, Murat aussi, j'ai pas l'habitude d'y aller tous les 4 matins, donc j'ai été impressionné. J'étais heureux que le président demande à me rencontrer en tête-à-tête, et j'ai notamment parce que la question avec lui, elle tournait sur comment justement on peut rassembler la gauche. Voilà. Et je lui dis, justement, la question des quartiers, la question de l'égalité, que ce soit dans les quartiers ou en zone rurale. Ça, c'est un élément qui peut permettre de rassembler la gauche. Je vous propose, Jérôme Gage, de poursuivre ce magazine avec l'autre sujet d'actualité. C'est celui qui concerne les naufragés en mer Méditerranée. Je vous demande de regarder quelques instants les propos des jeunes du Bondi Blog et on réagit en plateau. J'ai l'impression que ce problème entre guillemets des migrants et des naufrages qu'il y a eu récemment, c'est qu'on se dit c'est des gens qui vont atterrir chez nous. Le problème, il est à apprendre là-bas, il est à apprendre en Libye notamment ou en Syrie, et on oublie tout ce qui se passe là-bas, on les laisse se faire tuer tous les jours avec tout ce qui se passe sur place, et on se concentre sur ce que ça va impliquer économiquement au pays, et toutes les problématiques que ça va poser chez nous. On ne regarde pas assez ce qui quitte en fait ces personnes-là, et si elles sont capables de traverser tout le Sahara pour venir et après s'embarquer dans des embarcations comme ça où elles savent qu'elles ont une chance sur 2 de mourir. Du coup, on ne regarde pas assez d'où elles viennent. Et là, par exemple, dans le drame qui a eu lieu dimanche, on nous a dit qu'il y avait des Bangladais. Et on nous dit, c'est nouveau, il n'y en avait pas avant. Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe au Bangladesh en ce moment? On ne sait pas du tout. Et ça, c'est pas du tout traité. On ne revient pas assez loin, en fait. On mène des politiques qui déstabilisent des régions. On a vendu ou donné des armes en Syrie à des rebelles. On a vu ce que ça a donné, l'État islamique, etc. On a destitué Muammar Kadhafi en disant que c'était un dictateur. Mais lui, il avait prévenu qu'une fois lui déchu, ça allait devenir le chaos en Méditerranée. On a mené une guerre au Mali. Mais il y a des témoignages qui disent que les militaires français ont fait fuir les rebelles et les ont laissés partir pour asseoir là-bas un pouvoir. Donc à quoi on joue?
L'Europe n'a pas pris ses responsabilités aussi à un niveau local en Méditerranée, à savoir l'arrêt du programme de sauvetage qui était porté par les Italiens, qui a été remplacé par un programme uniquement de surveillance et de surveillance des frontières. À mon avis, c'est dramatique parce que l'arrêt d'un programme de sauvetage, c'est des vies humaines en danger. Tout ça, en fait, c'est pour des raisons politiques, parce que le coût de l'opération et de l'aide que demandait l'Italie, par rapport au budget de la France, il était infime. Donc François Hollande aurait très bien pu le faire, et je suis sûr qu'intimement, il n'aime pas que des gens meurent dans l'eau. Mais en réalité, pourquoi il ne le fait pas? Parce que politiquement, aller soutenir comme ça, aller sauver des migrants, pour l'électorat de plus en plus droitisé qu'il y a en France, ça le rendrait encore plus impopulaire qu'il l'est. Voilà, Giuseppe. Alors, quand on voit M. Obama régulariser 5 millions de sans-papiers, quand on voit M. Tsipras en Grèce faire de même, vous qui demandiez à faire table rase, quelle politique menez-vous pour lutter contre l'immigration clandestine et au niveau de ces régularisations? Quelle est votre position là-dessus? Il y a deux sujets. Il y a la question de l'asile. Voilà. L'asile, le fait de dire que dans ce pays et dans ce continent privilégié, on accueille ceux qui fuient leur pays pour des raisons d'oppression politique, par des structures étatiques ou par des guerres civiles. Je veux dire, si on tourne le dos à ça, alors on n'est plus la France, alors on n'est plus l'Europe. La tradition de l'asile, elle est née à la Révolution française dans ce pays. Donc la première des urgences, c'est de sauver Alors moi j'ai des chiffres, ceux voilà. Jérôme Guedj. 1500 Syriens ont obtenu le statut de réfugié en France depuis 2013. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, on est loin de l'Allemagne qui a accordé ce statut à 21 000 Syriens. Or, on est impliqués, nous, en Syrie. Donc on a le sentiment malgré tout que la France est partante pour faire la guerre, mais quand il s'agit finalement de prendre sa part de la misère, finalement, de la conséquence de ces guerres, elle se cache un peu derrière son petit doigt. Oui, et c'est la raison pour laquelle elle doit au contraire avoir la fierté de dire que quand on va se battre pour défendre une certaine idée de la dignité, quand on va se battre pour la démocratie, pour la dignité des hommes et des femmes, on en assume aussi les conséquences. Il ne suffit pas d'envoyer des rafales pour bombarder, il faut le faire à certains moments. Pas d'angélisme, mais il faut aussi en assumer les conséquences. Dans le film, vous disiez bah oui, mais c'est pas politiquement correct parce qu'il y a une droitisation, voire une extrême droitisation. Mais la responsabilité des politiques, c'est de dire il y a de l'immigration dans ce pays et on va continuer à avoir de l'immigration dans ce pays. L'Allemagne a besoin d'immigration, l'Europe a besoin d'immigration. Je le dis, c'est pas un gros mot. Est-ce que François Hollande manque de courage sur cette question? Est-ce qu'il aurait dû agir différemment? Parce que là, on a depuis tout à l'heure, je sens que vous voulez que je dise du mal de François Hollande. Oh non, moi je veux rien du tout. Si, je vois bien dans la formulation des questions. Je vous pose la question. Juste, est-ce que je pense qu'on doit assumer. Est président de la République. On doit assumer un discours qui ne peut pas être le discours de l'immigration zéro. Ça n'existe pas. Il y a 280 ou 200 000 personnes qui rentrent chaque année sur le territoire national. Ça participe du dynamisme et du développement. Alors qu'en même temps, on a une responsabilité sur le développement, notamment du continent africain. Quand je prends un seul pays, je crois, le Niger a 15 millions d'habitants aujourd'hui. On estime que dans 30 ans, il va être à 45 millions d'habitants. Donc si on n'accompagne pas immédiatement le développement économique, on appelle ça le co-développement. Mais moi j'en ai marre d'entendre les gens, les politiques qui disent co-développement, co-développement, co-développement. Est-ce que vous savez, Jérôme Guedj, il faut un plan de développement. Est-ce que vous savez par exemple que l'argent des migrants ici en Europe est plus important que l'aide internationale? C'est ce que j'allais vous dire. Donc finalement ces migrants-là font de l'aide internationale. Oui, mais ça on le dit pas assez aux Français. C'est normal, c'est la solidarité familiale, on le dit pas assez la solidarité. Aux Français, on le cache aux Français. Mais moi je vais même assumer une autre position. Et là c'est pareil, on va me dire oui, mais il faut d'abord s'occuper de ce qui se passe chez nous. Mais non, mais ce qui se passe dans le monde nous concerne. Parce que sinon, à un moment, on se retrouve à devoir regarder ses chaussures et à se dire il y a des gens qui meurent pour venir nous rejoindre. On devrait être dans un plan Marshall à destination du développement de l'Afrique. Ce que fait Jean-Louis Borloo sur l'électrification, c'est probablement plus important que bien des conférences au sommet. Parce que s'il y a du développement. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Qu'est-ce qui empêche Laurent Fabius, François Hollande de le faire aujourd'hui? Il faut qu'il y ait un choix politique. Dans l'histoire, on a eu beaucoup de gouvernements de gauche et de vraiment une sorte de vague progressiste sur l'échelle de l'immigration. Concrètement, pourquoi actuellement la gauche a une sorte de renoncement sur cette idée? Pourquoi? Je ne veux pas vous mentir, parce qu'il y a une forme de tétanie à l'idée de se dire qu'une partie de la société française, la crise aidant, est plus frileuse, moins solidaire, moins généreuse. Quand on réduit les inégalités, quand on réduit la crise économique et sociale, alors on construit un monde plus solidaire et plus généreux partout. Donc attaquons-nous
aux racines du mal dans le pays et ça va nous permettre, y compris, d'être plus généreux et plus ouverts sur le reste du continent. On va aller justement du côté de Nanterre où il faut, évidemment, à travers la politique de la ville, combattre les inégalités. Finalement, c'est peut-être même ça l'ADN de la politique de la ville, inventée par le Parti socialiste à la fin des années 70. Je vous propose ce reportage de Sonia Bectou à Nanterre et on revient pour parler de rénovation urbaine. Les quartiers en pleine mutation, les financements, les démolitions, les reconstructions, les relogements qui suscitent bien des questionnements. La rénovation urbaine, moi, ça m'intéresse. L'expérience de Jacques Guével est importante. Il a une vision historique de son quartier et connaît les atouts, mais aussi les risques que peuvent engendrer la rénovation urbaine. La transformation urbaine d'un quartier, effectivement, si c'est bien fait, ça ne peut qu'améliorer la vie d'un quartier. D'ailleurs, les gens le disent. On a un quartier neuf, nouveau, plus agréable. Par contre, si on leur dit sur la vie de tous les jours, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Bah non. Bah non, parce que tous les dispositifs qui existent depuis plus de 30 ans ont axé beaucoup sur la rénovation urbaine et pas sur le social. C'est-à-dire que sur ce quartier, on avait 24% de taux de chômage il y a 30 ans. On en a 30% aujourd'hui. Pourtant, Nanterre mène une politique de la ville dynamique. Il y a une volonté d'établir du lien social. Des actions sont mises en place. Et le responsable de la gestion urbaine de proximité tente d'améliorer le cadre de vie des habitants. On a rajouté au programme de rénovation urbaine un volet social qui, je pense, est très important donc, dans ce dispositif, dans cette évolution des politiques de la ville, puisqu'on ne s'occupe plus aujourd'hui forcément que de l'aspect urbain, que de l'aspect donc visuel, mais on se tourne aussi de plus en plus vers les habitants et vers leur implication. On a par exemple des actions de sensibilisation tournées vers l'enfance, mais également vers les habitants, par exemple sur la propreté, qui consistent à pouvoir accueillir les habitants et à faire participer les enfants sur des questions donc, de cadre de vie. Donc je pense que c'est vraiment dans cette direction qu'on doit aller aujourd'hui, c'est d'essayer de toujours plus impliquer les habitants sur les différents dispositifs. Malgré tout, on sent une appréhension. Certains pensent que les nouvelles résidences menacent la mémoire du quartier et de ses habitants. Un autre souci aussi, c'est que ces logements, pour les gens qui ont été relogés, ils n'ont pas payé plus cher que l'endroit où ils venaient, parce que ça fait partie du deal. Sauf que ces gens, le jour où ils partiront, ou les autres locataires qui ne sont pas dans ce cadre-là, payent beaucoup plus cher, puisque c'est des constructions neuves. On se retrouve avec des loyers quand même qui prennent 30, 40, 50% des fois, suivant les lieux, d'augmentation par rapport à l'habitat ancien. Et donc en fait, il y a une frustration ressentie par une partie de la population qui se dit « bah ouais, c'est du neuf, mais nous on ne pourra pas y accéder ». Et pendant que toutes ces questions se posent, dans un quartier en pleine mutation à Bondy, on vit au quotidien des problèmes engendrés par la rénovation urbaine. Je m'appelle Touraya, j'ai 20 ans et j'habite dans ce quartier. Tu penses qu'il y a un progrès par rapport au cadre de vie dans ton quartier? En voyant les travaux, pour l'instant, on ne voit rien, mais peut-être plus tard, oui, quand on verra les nouvelles résidences, les nouveaux bâtiments, les nouvelles personnes. Donc pour l'instant, on ne voit rien. Et que penses-tu de cette politique de relogement dans ton quartier? Je pense que c'est une bonne chose que des personnes soient parties, mais d'un autre côté, pas du tout. Parce qu'on n'a plus de commerce, on n'a plus de boulangerie, on n'a plus de pharmacie. Pour les personnes âgées, c'est un peu difficile de prendre le bus pendant 10 minutes juste pour aller acheter leur pain. C'est un peu compliqué. Le défi de la rénovation urbaine est d'améliorer le cadre de vie et d'amener une nouvelle population dans les quartiers. La mixité va-t-elle construire une fracture plus forte entre les populations ou créer du lien social? Voilà, c'était donc un reportage de Sonia Bectou à Nanterre. Ilyes. Jérôme Guedj, je vais vous lire un extrait de la motion B que vous présentez, que vous défendez en vue du congrès du Parti socialiste. Vous y proposez un plan République avec un appui aux associations, des soutiens aux projets culturels, aux équipements culturels, lancement d'un grand plan de construction de logements. Je pense que de tous les invités qu'on a reçus cette année au Bondy Block Café, tout le monde défendait ces concepts-là. Qu'est-ce qui fait que vous allez les porter plus que ça? Avec quel argent, avec quelle conviction et avec quel soutien derrière? Il y a d'abord le fait de faire de la politique. Là, vous parlez du congrès du Parti socialiste qui doit pouvoir s'affirmer par rapport au gouvernement. On trouve que dans la période, il ne s'est pas suffisamment ces concepts-là, on a reçu Myriam El Khomri, la secrétaire d'État à la politique de la ville. Elle les défendait de manière tout à fait identique. Oui, mais qu'est-ce qui vous différencie de sa vision? Mais tout simplement qu'il faut y mettre les moyens que malheureusement, les mesures d'économie budgétaire, elles n'ont pas épargné non plus. Quand on veut développer des politiques nouvelles, je vous prends un exemple, on dit parfois à quoi ça sert les politiques locales. Moi, par exemple, je pense que dans les quartiers notamment, il est plus important d'ouvrir les bibliothèques et les médiathèques le dimanche, c'est un combat que je mène, que d'aller au centre commercial. Voilà. Et pour faire ça, ça coûte de l'argent. Mais quand il y a une étude du Crédoc qui est sortie récemment, qui explique que les Français trouvent
qu'on consacre trop d'argent à la politique de la ville et qui ont une mauvaise image des banlieues. Comment on fait pour aller à contre-courant? Ils ont tort, la politique, elle ne doit pas être au doigt mouillé et justement prendre l'air du temps. Mais est-ce qu'elle n'est pas un petit peu aujourd'hui? Tout ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les migrants. Une logique de repli sur soi, une logique de bah voilà, je m'occupe d'abord de moi-même et je ne vais pas être solidaire, y compris, même si je suis pauvre, je ne vais pas être solidaire de celui qui est encore plus pauvre que moi. Le rôle du politique, c'est d'être un peu une avant-garde. Et sur les moyens pour ce qu'on appelle nous le plan République, c'est qu'à un moment donné, je vais parler très concrètement, je préfère plutôt que de baisser de quelques milliards l'impôt de grandes entreprises du CAC 40, je préfère qu'on les flèche sur quelques années pour renforcer les moyens en profs dans les quartiers populaires, renforcer les politiques culturelles et les politiques éducatives et le soutien aux associations, parce que c'est ce qui concrètement fait le lien social dans ces quartiers. Vous qui connaissez bien François Hollande, qui prenait le café de temps en temps avec lui, est-ce qu'il est prêt, à votre avis, à le faire avant 2017 ? Eh bien, je pense que oui. On ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Hein, je ne suis pas là, moi, tout le temps à protester. Vous n'êtes pas Mélenchon, quoi, c'est ça? Oui, c'est un bon exemple, parce que je ne supporte pas l'espèce d'impuissance dans le discours en permanence en disant ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Il y a des points positifs qui doivent justement nous éclairer pour aller plus loin. Un des enjeux majeurs, c'est de produire des logements sociaux. Ah, c'est de réhabiliter les quartiers, mais c'est d'en produire, parce que c'est la rareté qui fait que c'est cher. Aujourd'hui, quand on a des maires en Ile-de-France qui refusent, c'est pas possible. La population augmente, il y a des besoins, on est obligé, moi je suis pour que l'État, alors là, impose aux maires qui ne respectent pas la fameuse loi sur les 20% de logements sociaux, 25 maintenant progressivement, impose les délivrances de permis de construire. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et on aura toujours des phénomènes de relégation. Alors, c'est l'heure d'accueillir tout de suite pour l'addition Nassira El Moadem. Bonsoir Nassira. Bonjour Monsieur Guedj. Bonjour. Bon, vous m'avez donné une transition parfaite pour la première question. Vous êtes président du conseil d'administration de l'Aupiévois. Pour quelques jours encore. L'office HLM, un des plus grands bailleurs sociaux d'ailleurs d'Île-de-France. En quoi ça consiste d'être président du conseil d'administration d'un bailleur social? C'est animer le conseil d'administration. Faire les grands choix stratégiques. Et puis surtout, là, dans la période, c'est se battre pour éviter le démantèlement de cet office qui est présent sur quasiment tous les départements d'Île-de-France. C'est une fonction, on va dire, d'animation et de portage politique de cette réforme. Voilà. Je pose la question, Monsieur Guedj, parce que j'ai lu très attentivement le rapport qui a été fait par la mission interministérielle d'inspection du logement social, exactement. C'est en décembre 2014 que ce rapport a été publié. Il est assez passionnant, en fait, ce rapport, parce qu'il décrit très précisément tous les problèmes rencontrés par beaucoup d'habitants d'office HLM en Île-de-France. En fait, en rose sont les points forts de l'office HLM, et puis tout le reste, c'est tous les points faibles. Charges très élevées, plus de 150% par rapport à la moyenne, c'est ce que dit le rapport. Surprovision de charges par le bailleur auprès des locataires. 39,7% des locataires ont été remboursés de 101 à 2400 € pour cause de charges trop élevées. Insuffisance d'entretien sur certains sites. Des caves non sécurisées, c'est au Blanc-Ménil. Une résidence à houille très dégradée et non conforme, je le cite encore ce rapport, aux normes de décence. Et c'est assez consternant en fait quand on lit ce rapport. On se demande finalement qu'est-ce qu'un élu local comme vous peut faire pour améliorer les choses, vous qui parlez sans cesse dans les médias de travail de terrain local. On estime qu'il y a 3 à 4 000 logements dans le patrimoine de l'Aupiévois sur les 50 000 qui présentent ce type de difficultés. Il y en a 25 à 30 000 qui sont de très bonne qualité, qui pour beaucoup ont été rénovés. Et tout l'effort, bah voilà, il est de dire comment est-ce que la péréquation s'organise pour mettre le paquet sur ces patrimoines, sur les difficultés qui existent et que personne ne conteste. Le logement social offre des conditions acceptables dans la grande majorité des cas. Et puis, il y a toujours les 5, 10, 15, 20% de situations qui ne sont pas acceptables. 15-20% de 50 000 logements. Là, on parle de 50 000 logements vous avez raison. dans toute l'Île-de-France. Je vous prends l'exemple. C'est pas la marge. Hein. À Massy, la ville dont je suis élu, il y a 1600 logements qui sont dans le patrimoine de l'Aupiévois, qui n'ont pas connu pour certains de réhabilitation depuis une vingtaine d'années et pour lesquels il y a des enjeux majeurs. Mais tout ça a besoin de moyens. Vous qui étiez président du Conseil général de l'Essonne, et c'est à ce titre-là d'ailleurs que vous êtes président du Conseil d'administration de cet office HLM. Vous l'êtes encore jusqu'au mois de juin, en tout cas c'est ce que m'a confirmé l'Aupiévois. Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait pour que les choses soient améliorées pour ces habitants ?
partout, on a pu lancer des opérations de réhabilitation, mais comme la contrainte consiste à ne pas augmenter les loyers, donc c'est des opérations de renouvellement urbain, d'aller chercher les crédits de l'ANRU, et puis, et c'est là où vous avez raison, il y a la gestion fine de proximité. Il y a des endroits, on ne va pas se mentir, où la concentration de difficultés sociales par une population qu'on a mis là au fil du temps, et qui elle-même est dans une situation de très grande précarité, fait qu'on a un patrimoine qui est mal entretenu. Moi, je peux vous raconter certaines cages d'escalier où on a changé tout le système de sécurisation de l'entrée et qui, quelques semaines après, a été cassé. Ça fait des mois que ça dure et d'ailleurs, le rapport le dit, à plusieurs reprises, déjà la mission avait alerté sur des problèmes. Vous avez raison, dans certaines résidences, par exemple, des peintures qui manquent dans certains halls, de l'eau stagnante dans des caves et notamment dans un immeuble à Sarcelles. Même en quelques semaines, en quelques mois, alors que vous êtes encore président du conseil d'administration, vous pensez que c'est pas possible de régler ces problèmes-là? À chaque fois, et on essaie. Est-ce que vous allez les régler? Il vous reste jusqu'au mois de juin pour le faire. Toutes les opérations, on a présenté le rapport. Le rapport, c'est moi qui ai demandé à le mettre, à le rendre public. Il a été mis en ligne sur le site internet de l'Opivoix parce que d'abord. C'est la moindre des choses quand même que les gens soient informés. D'abord, mais vous avez parfaitement raison, mais c'est pas le cas de tous les rapports de la Milos. Mais quand vous gérez 50 000 logements, vous ne pouvez pas en même temps tous les réhabiliter et tous les rénover. On a fait le choix de ne pas augmenter tous les loyers. Soit on décide, parce que c'est les seuls revenus de l'Opivoix, pour entretenir le patrimoine et faire des travaux, c'est les loyers payés par les locataires. Donc pour faire ces travaux, il faut augmenter considérablement les loyers. Et le choix qui n'a pas été fait. Combien vous touchez en tant qu'inspecteur général des affaires sociales, M. Guedj? Alors moi, je suis haut fonctionnaire depuis 20 ans. Donc c'est un peu plus de 7 000 € qui est mon salaire comme inspecteur général des affaires sociales. Ça, c'est votre salaire mensuel? C'est mon salaire d'inspecteur général des affaires sociales. Est-ce que vous comptez y renoncer, comme l'a fait par exemple Nathalie Kosciusko-Morizet ou Bruno Le Maire, en disant que voilà, pour être en accord avec le discours politique, pour être en accord avec les Français aussi qui vivent une situation compliquée en temps de crise, eh bien, ils ont décidé de renoncer à leur statut de haut fonctionnaire. Est-ce que vous pourriez le faire, vous aussi, dans les semaines ou dans les mois qui viennent? Eux, ils l'ont fait en étant élus parlementaires. Quand on est parlementaire, on n'exerce pas son mandat de fonctionnaire. Moi, aujourd'hui, c'est mon activité professionnelle. Voilà. Merci à vous, monsieur. L'addition a été précise. Voilà. Merci, elle était un peu chère. Merci beaucoup, Nassira El Mouadem. On retrouve dans quelques instants Faiza à votre place. Et on va donner, si vous le permettez, Jérôme Guedj, la parole au public qui est ici autour de nous. Alors, première question par ici à droite. Bonjour, monsieur Jérôme Guedj. Victor, c'était pour savoir, quand on a 50% d'abstention aux dernières élections, comment on peut contrer cette abstention? Il faut mettre un vote obligatoire? Sincèrement, moi, conceptuellement, j'aime bien l'idée du vote obligatoire parce que je trouve que quand on est citoyen, on a des droits et des devoirs. Mais il faut d'abord donner envie. Il faut que la politique fasse envie. Moi, je trouve que la politique crève de l'indifférenciation. Quand ce qui se passe en ce moment, qui est un formidable dérèglement, la gauche singe un peu la droite braconne sur les terres de l'extrême droite et l'extrême droite, parfois, tient un discours de gauche. Donc il y a des choses qui sont complètement c'est le brouillard brouillées. Total, c'est le brouillard. C'est un grand dérèglement, pour reprendre l'expression de Benoît Hamon. Que la droite soit la droite et que la gauche soit la gauche, et on s'en portera mieux. Et c'est la confusion qui, aujourd'hui, fait que les gens ne croient plus en grande partie à la politique. Deuxième question, là-bas. Bonsoir, monsieur Guedj. Il me semble que vous avez été l'attaché parlementaire de Jean-Luc Mélenchon. Au vu de ce que vous avez dit, moi je vous trouve très proche de ses idées et de son discours. Pourquoi vous-même et Marie-Noëlle Lienemann ne l'avez pas rejoint au parti de gauche? Merci. Jean-Luc était en effet un proche, un ami, mais je ne suis pas d'accord avec son postulat de départ qui se confirme, qui est de dire qu'il y a deux gauches qui sont irréconciliables. Voilà. Moi je crois à l'union de la gauche. Ce n'est pas l'uniformité. Il y a chacun avec ses sensibilités, mais on doit pouvoir permettre de créer ces passerelles. Si l'idée, c'est de dire qu'il y a une gauche qui n'est pas fréquentable, qui n'est pas acceptable, et elle doit être bouffée, phagocytée par la gauche pure, authentique, la seule, la vraie, ça ne marche pas. La division de la gauche, la théorisation de deux gauches irréconciliables, c'est le meilleur moyen d'être en échec et de ne pas justement créer les conditions de ce rassemblement. Est-ce que vous avez réellement confiance dans la manière dont les choses vont se passer, notamment pendant le congrès de Poitiers, puisque le congrès serait plus ou moins plié depuis finalement le fait que Martine Aubry ait rejoint la motion Cambadélis? Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas que ce soit un congrès pour rien. C'est le seul moment où les militants socialistes peuvent se prononcer pour savoir s'ils sont d'accord ou pas avec la politique qui est menée. Est-ce que les jeux ne sont pas déjà joués? Est-ce qu'on peut dire que ce qui se fait en notre nom? Non. Et c'est pour ça qu'il
vous dites qu'il y a, moi je trouve qu'il y a un peu d'enfumage, voilà. Parce que quand je vois qu'est écrit dans le texte le contraire de ce qui est mis en œuvre, vous savez, dans la fameuse motion de Jean-Christophe Cambadélis, il est écrit « Nous sommes opposés à l'extension du travail le dimanche ». Ben moi je dis chiche. Mais c'est pourtant, ils sont en train de faire voter une loi pour étendre le travail le dimanche. Donc, on doit être en soutien du gouvernement, mais parfois en interpellation quand on estime qu'il ne va pas assez loin. Merci beaucoup, Jérôme Guedj. Avant de vous quitter, c'était un peu tonique, c'est normal, mais vous a servi à boire et tout. Donc, vous voyez, parfait. On vous donne quand même du carburant. Voilà, si vous permettez, l'affiche va arriver dans quelques instants. Voilà, elle est là. Le stylo, le feutre qui va avec. Voilà. Vous pouvez aller à l'extrême gauche, là-bas, de l'affiche. Mettre là-bas, en haut à gauche. Voilà. Vous pouvez même mettre frondeur, comme ça, on sait que vous êtes passé ici. Pendant que vous faites cette dédicace, moi je vais vous présenter un certain nombre de livres. Frères d'armes, vous le savez, nous avions fait une émission Frères d'armes spéciale à la Cité d'Histoire de l'Immigration. Il y a un coffret avec tous les DVD, donc Frères d'armes, ils se sont battus pour la France depuis plus d'un siècle, 4 DVD pour mémoire. Donc ça c'est le premier cadeau pour vous, Jérôme Guedj. Le deuxième cadeau c'est le livre de Mabrouk Rachidi, Tous les hommes sont des causes perdues, un roman donc édité rue Pérou, L'âge d'homme. Voilà, ce sont vos 2 cadeaux, Jérôme Guedj, pour peu que vous lisiez à haute voix votre dédicace à toutes les personnes qui sont présentes ici à la brasserie Le Murat. Eh ben j'ai terminé. C'est long comme une motion de congrès. Non. Alors, tellement heureux d'être à Bondy, terre d'enfance, mais aussi de la parole cash, pas de langue de bois et l'optimisme des convictions. Voilà la solution pour réenchanter la politique. Voilà, merci beaucoup Jérôme Guedj, ça c'est pour vous, pour le RER. Et je remercie évidemment Ilyes Ramdani, Faiza Zerwala et Giuseppe Aviges, dont c'était le premier Bondy Blog Café. Évidemment, grand merci à Jamart, Zadig Productions. On se retrouve le mois prochain, si vous le souhaitez, sur LCP et France O. Alors, une première expérience au Bondy Blog, c'est pas simple, parce qu'il faut prendre le truc, il faut prendre le tour, comment poser les questions, comment, à quel moment intervenir. Je vais peut-être dire un truc un peu naïf et enfantin, mais Jérôme Guedj, c'est pas un méchant, entre guillemets. Nous, en fait, on n'est jamais content. Évidemment, parfois, on fait preuve de mauvaise foi. Parce que, ah non, toi, ça c'est toi, hein. Oui, bon, bah moi, je fais preuve de mauvaise foi. Parce qu'évidemment, notre rôle, c'est aussi de les titiller. Mais un peu en mode, j'ai rien à perdre, alors je balance tout. C'est toujours plus facile d'être sincère et d'avoir des convictions quand on est dans une forme d'opposition, puisqu'il est dans une forme d'opposition.